Hello, hello. Bonjour tout le monde. Bienvenue déjà dans cette Cloud Room, dans cette réunion hebdomadaire de formation que nous faisons sur le cloud, sur l'intelligence artificielle et sur la souveraineté des données. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est le MLOps et le DevOps, qui aujourd'hui est un métier qui est de plus en plus en vogue, sachant que l'IA aujourd'hui est venue renforcer et est venue changer complètement la donne concernant les métiers de demain et impacte aussi les métiers actuels. C'est vrai que les challenges sont beaucoup plus nombreux. Quelles sont la problématique en tant que, en tant que DevOps pour gérer les projets IA? Quels sont les challenges des MLOps, un nouveau métier qui a vu le jour? Et de plus en plus, il y a des applications qui sont des applications AI. Donc, comment les mettre en production? C'est un vrai challenge. L'IA a accès à une masse de données. Comment est-ce qu'on s'assure que cette donnée-là transite dans le système jusqu'à sa mise en production? L'IA a besoin d'être entraînée. Comment est-ce qu'on procède à son entraînement? Quels sont les éléments qu'on doit prendre en compte? C'est vrai que c'est beaucoup de problématiques qu'on en a, du moins ce qu'on se pose comme question lorsque on est face à ce nouveau challenge. Et nous allons donner des réponses à toutes ces questions et à tous ces challenges dans cette formation. Tout d'abord, qui sommes-nous chez Cloud Inspire? Nous, chez Cloud Inspire, nous permettons aux sociétés d'opérer leur système d'information comme un cloud. Qu'est-ce que cela veut dire opérer un système d'information comme un cloud? C'est que nous aidons les sociétés à construire des infrastructures qui sont résilientes, qui sont élastiques et qui sont scalables, en apportant de la sécurité, en apportant de la supervision, en mettant en place des outils de backup et en apportant ce qu'on appelle de l'automatisation. Et sans oublier ce qu'on appelle de la souveraineté. Parce que la souveraineté reste au cœur de toute notre stratégie qui est de construire le cloud africain de demain. Et pour construire le cloud africain, on ne va pas construire un seul cloud, mais construire plusieurs clouds en se basant sur les spécificités et la diversité de chaque pays pour que chaque pays, chaque région ait son cloud propre à lui avec ses critères, ses règles et qui puisse s'interconnecter avec la région ou le pays ou bien l'entité enfin, de son choix. Et c'est dans ce sens-là que nous formons des bâtisseurs, non pas des utilisateurs. Nous faisons bien la différence. Nous formons des bâtisseurs, ceux qui sont capables de porter des projets cloud et de savoir comment est-ce que cela se construit. Pas de simples utilisateurs qui vont juste consommer un service. Et c'est même toute la stratégie que nous mettons en place pour aider la communauté, cette communauté-là que nous entraînons, à avoir le bon mindset et à aller à chercher de nouveaux marchés, de nouveaux challenges et à améliorer le cloud africain qui sera éco-responsable de demain. Donc, tout d'abord, Cloud Inspire, comment est-ce qu'on y arrive? C'est d'abord du service du conseil de l'audit. Donc, nous mettons en place de la formation pour créer ce mindset et créer cette capacité à avoir et acquérir de la connaissance et à aller chercher des nouveaux marchés qui sont en train de venir, surtout dans l'ère de l'IA. Nous apportons aussi de la technologie qui est notre solution clé, la Cloud Factory qui nous permet de construire notre cloud clairement pour vous donner notamment tous les outils dont vous avez besoin pour opérer et gérer votre cloud en toute sérénité. Donc, l'objet de cette Cloud Room sera le duo entre le DevOps et le MLOps. Comment mettre en place cette stratégie gagnante pour réussir ces projets IA. L'objectif sera d'abord de comprendre ce que c'est que le MLOps et le DevOps, de montrer quel est le rôle entre le DevOps et le déploiement du MLOps, de démontrer quelques outils et d'apporter surtout comment est-ce que tout cela s'interconnecte et tout cela est fonctionnel. Pour revenir à la genèse, d'abord, on reprend le terme très simple entre le DevOps. D'abord, on redéfinit d'abord ce que c'est que le DevOps. On sait très bien que le DevOps, c'est juste le pont qui permet de lier le développement et l'opérationnel. Le DevOps, c'est une philosophie. Tout d'abord, c'est une philosophie, c'est une culture. Donc, c'est un ensemble de pratiques et d'outils qui sont mis ensemble pour permettre d'automatiser, d'intégrer des processus entre les différentes équipes qui sont dans le développement et les équipes opérationnelles.
Donc, le DevOps va mettre l'accent sur l'automatisation des process et va créer ce qu'on appelle de la synergie pour améliorer la collaboration entre les deux entités, entre l'équipe de développeurs et l'équipe opérationnelle. Mais il ne faudrait pas perdre de vue que le DevOps est avant tout une culture et puis une stratégie de communication et de collaboration. N'oubliez surtout pas ça, le travail collaboratif. Prenons le cas du MLOps. Le MLOps, comment on l'appelle, Machine Learning Operation. Le Machine Learning Operation, c'est l'application des principes du DevOps au projet du Machine Learning. Donc, on va étendre les capacités ou bien les possibilités du DevOps. Maintenant, on va l'appliquer au processus du Machine Learning. Donc, la mission sera de normaliser les processus qui vont permettre de mettre en production toute la stratégie ou tous les modèles qui ont été mis en place lors de la recherche du travail de développement des data scientists et des opérationnels qui ont mis en place enfin, des modèles et assuré un fonctionnement et une maintenance sont mis à disposition et des outils AI qui sont développés. Donc, c'est tout ce process-là qui va permettre de mettre en place ce qu'on appelle le MLOps. Le MLOps, sa fonction primaire, c'est de permettre la collaboration entre les data scientists, les ingénieurs DevOps et la partie infrastructure, la partie IT. Le MLOps va automatiser l'ensemble du processus de cycle de vie des modèles ML, enfin du moins des modèles machine learning. Donc, lorsqu'on prend le modèle, on va voir que nous avons la partie machine learning qui est une entité à part. On va voir le modèle DevOps qui est une entité à part. Et on va voir la partie data engineering qui est un modèle à part. Et c'est la croisée de tous ces modèles, enfin de toutes ces entités, qui va permettre de créer ce qu'on appelle le MLOps. Cela veut dire que l'issue de cette formation n'est pas de faire de vous des data scientists ou bien des analystes ou bien enfin, des opérateurs d'infrastructures IA. Mais vous ne pouvez pas aider les data scientists à opérer si vous n'avez pas la connaissance de eux, de leur métier et de ce enfin, de ce qu'ils font au quotidien. Vous ne pouvez pas les aider si vous n'avez pas cette connaissance. Pareil aussi pour le côté DevOps, où vous ne pouvez pas aider les développeurs à avoir des outils qui soient cohérents par rapport à leur développement si vous-même, en tant qu'opérationnel, vous n'avez pas cette connaissance des challenges et des outils qu'ils utilisent. Pareil aussi pour les développeurs qui, lorsqu'ils développent, doivent avoir cette connaissance des contraintes opérationnelles et améliorer au quotidien leur façon de coder pour que leur code, une fois sorti de leur repository ou bien une fois mis en Git, est capable d'être déployé directement en production parce qu'ils auraient pris en compte tous les challenges et toutes les restrictions en matière, et les contraintes en matière de sécurité et en matière opérationnelle. Donc, c'est vraiment ce travail toujours collaboratif qu'il faut garder en tête et qu'il faut maintenir. Donc, pareil aussi pour la partie machine learning, où enfin, lorsqu'on parle de machine learning, n'oubliez enfin, jamais que c'est juste de la masse de données qu'on donne à des processus qui vont analyser, étudier et puis faire la synthèse de tous ces modèles pour sortir ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qu'on a l'habitude d'utiliser. Maintenant, pour faire ce travail d'entraînement, de déploiement, il faut respecter une certaine philosophie, une certaine logique, et c'est ça que nous allons voir à la suite de enfin du moins à la suite. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du MLOps? On a besoin du MLOps pour pouvoir cadrer et gérer le cycle de déploiement d'un projet IA ou bien le projet lié au modèle qu'on a envie de mettre en place. Donc, vous avez vu dans ce processus-là, ça ressemble au même processus que nous avons sur le côté DevOps, où on peut parler du côté des données. On va pouvoir standardiser, améliorer les processus pour améliorer l'efficacité. Nous allons mettre en place des systèmes qui vont automatiser les tâches répétitives pour entraîner les modèles et préparer les données comment on dit, et assainir un certain nombre de process. Nous allons réduire les risques de défaillance en production parce qu'on ne va pas pousser des codes sur lesquels on va manipuler enfin, des opérations manuellement en production.
Donc, on va automatiser tout ce process pour la mise en production. Pensez toujours que lorsqu'on parlera de la production, ça doit toujours un processus qui doit être automatisé. Vous devez éviter, lorsque vous faites du cloud ou bien lorsque vous faites des opérations aussi, comment on dit, que vous pouvez scaler ou bien que vous voulez maîtriser, toute mise en production doit toujours faire l'objet d'un processus automatique. C'est le meilleur moyen pour vous de répliquer et d'éviter les défaillances de production. Donc, pareil aussi pour la partie MLOps, où le déploiement doit toujours suivre le même processus et doit suivre un processus automatique. Et en faisant ça, on réduit les risques de défaillance lorsque on va passer en production. Et cela permet aussi d'améliorer de façon continue le suivi des performances des différents modèles qui sont déployés. Alors, quels seront les avantages du MLOps? Donc, on parlera de l'efficacité, on parlera de l'évolutivité, on parlera de la réduction de risque. Donc, lorsqu'on parlera de l'efficacité, ce sera quoi? On parlera de permettre d'utiliser les MLOps pour permettre aux équipes de développement de développer des modèles et de produire des modèles de qualité qui sont supérieurs et de passer rapidement à sa mise en production. Donc, ils vont pouvoir travailler, mettre en conformité un certain nombre de process et doivent pouvoir être capables de le passer en production. Parce que l'un des challenges que nous avons rencontrés, ou bien que je rencontre lorsque je travaille avec plusieurs sociétés qui sont très en train, en pas à faire de l'IA, c'est qu'ils ont des difficultés à passer en production parce que le modèle, ils n'ont pas su gérer la continuité de service, comment maintenir les modèles, comment s'assurer que le code il est toujours maintenu, comment est-ce qu'on s'assure les montées de version, et ainsi de suite. Ça a été un challenge de beaucoup de sociétés aujourd'hui qui commencent à aller de mieux en mieux parce que les process ont été intégrés. Et il y a aussi un souci au niveau de l'évolutivité. L'évolutivité, c'est la mise à l'échelle. Vous commencez avec un projet, vous commencez avec un GPU, deux GPU, un modèle, trois modèles, cinq modèles. Comment est-ce que vous vous assurez que lorsque vous allez avoir beaucoup de requêtes, comment est-ce que vous allez scaler? Comment est-ce que vous êtes capable d'absorber le maximum d'intégration? Comment est-ce que vous intégrez avec d'autres systèmes? Il va falloir penser à tout cela et comment est-ce que surtout vous mettez tout cela sans exposer vos données et sans créer des brèches de sécurité dans tous les sens. Donc ça, c'est un vrai challenge qu'il faut prendre en compte. Et quels peuvent être les avantages? C'est aussi la réduction de risque parce que les modèles font souvent l'objet de testing, de validation dans les pipelines d'automatisation, ce qui fait que on peut détecter les défaillances, on peut les corriger rapidement. Le processus est automatisé, ce n'est plus un humain qui le fait au quotidien. Donc, de façon répétitive et automatique, les bugs sont corrigés, le modèle est mieux entraîné et s'il y a des dérives, le système est capable de soulever cette incohérence et d'arrêter la mise en production de ce nouveau modèle. Quels seront les composants des MLOps? Donc, pour les MLOps, il y a 7 composants qu'il faut prendre en compte. D'abord, il y a l'analyse exploratoire des données, ce qu'on appelle le EDA, IDA. Il y a la préparation et l'ingénierie des fonctionnalités. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Il y a aussi l'entraînement et l'ajustement des modèles. Il y a l'examen et gouvernance des modèles. Il y a l'inférence et la mise à disposition des modèles. Et puis, il y a la supervision des modèles. Et à la fin, il y a la dernière étape qui reprend la boucle, qui est le réentraînement automatisé des modèles. Donc, ça, ce sont les différentes étapes qu'il faut suivre, du moins où on a une chaîne continue en passant par la première étape. Donc, que nous dit la première étape? La première étape va consister à mettre comme vous pouvez le voir, la première étape va consister à prendre vos bases de données, vos fichiers, vos vidéos, vos sons, vos images, tout ce qu'il y a comme multimédia, vos factures, vos documents en interne, vos process. Ce seront vos données que vous allez mettre ensemble, que vous allez constituer en bibliothèque. Donc, c'est votre catalogue de données. Donc, à partir de cette base documentaire,
vous allez préparer les données là, à les mettre dans des bases de données, à les vectoriser. Donc, vous allez préparer votre base de données, vous allez préparer un certain nombre comment on dit, de datasets vectoriels dans lesquels vous allez commencer à mettre vos données, les taguer pour que on puisse les retrouver de façon, comment on dit, claire et rapide. Maintenant, une fois que vous avez préparé les données, vous allez maintenant les entraîner. Vous allez les entraîner et améliorer maintenant le modèle pour qu'il puisse comprendre quels sont les différents, comment dire, actions à faire s'il rencontre telle ou telle information. Une fois que vous avez ça, vous passez à la partie gouvernance. Et dans la partie gouvernance, c'est la partie où vous revoyez vos modèles, vous mettez en place vos process, qui a accès à quoi, avec quelle autorisation, avec quel niveau du moins de privilège, et ainsi de suite. Et après, une fois que cette partie-là est validée, vous passez à l'étape où vous allez faire ce qu'on appelle le modèle inférence, et vous allez mettre ce modèle à disposition d'autres équipes où les personnes pourront récupérer le code, essayer de travailler là-dessus, faire les opérations. Ils vont pouvoir consulter, déployer, s'assurer que c'est fonctionnel. Et si ça va bien, on le passe en production. Une fois que c'est en production, on va pouvoir le superviser. Et une fois que c'est supervisé, on repart dans la boucle où on va reprendre le processus d'entraînement, de préparation et de clean-up des modèles d'entraînement, de review, d'inférence. On met à disposition, on teste, on s'assure que tout est opérationnel, on le passe en production et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous pouvez même voir sur ChatGPT. ChatGPT va sortir d'autres versions de ChatGPT qui va appeler peut-être ChatGPT 4O ou bien 4 i mini ou va appeler, je pense que c'est O1 ou bien un 0 qui va avoir des fonctionnalités, mais qui seront en mode review. Donc, ce ne sera pas la version définitive, mais on va la mettre en test pour qu'on puisse évaluer, tester ce modèle-là. Une fois que ce modèle est validé, on passera à la prochaine étape où on la passera en production, ce qui va remplacer l'autre version qui est déjà en cours d'exploitation. Donc, ce sera toujours le même process de pipeline d'automatisation jusqu'à la mise en production de votre modèle. Donc, quelles seront les bonnes pratiques si vous voulez faire du MLOps? Tout d'abord, vous devez apprendre à élaborer votre base documentaire. Donc, vous devez créer et partager avec, comment dire, vous devez mettre votre catalogue de données en place. Donc, vous devez créer un ensemble de données, des tableaux pour pouvoir visualiser, savoir que ici, vous avez des vidéos, ici, vous avez tout ce qui est multimédia, ici, vous avez vos procédures, ici, vous avez vos bases de données, ici, vous avez euh, vos, euh, euh, vos documents sensibles, ici, vous avez vos factures, vous avez vos devis, ainsi de suite. Donc vous devez cartographier et puis créer clairement votre modèle de, euh, de données pour pouvoir le passer à l'IA ou bien à votre modèle. Donc, cette partie-là est très importante. Et vous, en tant que DevOps ou bien en tant qu'ingénieur, vous devez savoir comment travaillent les data scientists. Donc, une fois que les données sont préparées, vous devez maintenant définir comment est-ce que vous allez les utiliser. Donc, vous allez les transformer, les combiner et surtout, ce qu'on appelle nettoyer. Nettoyer, c'est s'assurer que vous n'avez pas des erreurs, vous n'avez pas des choses qui sont contradictoires, qui ne sont pas claires. Donc, ça, vous allez les nettoyer, vous assurer que vos données sont fiables. Parce que n'oubliez pas, tout ce que vous donnez à l'IA, l'IA va vous les restituer tel quel. Donc, si vous donnez à l'IA quelque chose qui est erroné, toute question que vous avez posée à l'IA, l'IA va vous retourner des réponses erronées. Donc, la qualité de votre IA va dépendre de la qualité des données que vous lui donnez. Donc, il va falloir faire attention à s'assurer que tout ce que vous mettez à disposition sont des données qui sont fiables, qui sont claires et qui sont nettoyées. Vous devez aussi définir quelles sont les fonctionnalités de votre IA, ce qu'on appelle définir votre ingénierie de fonctionnalité. Qu'est-ce que votre IA est censé faire avec ces données que vous mettez à disposition?
Est-ce que c'est juste analyser, faire des croisements de données, ressortir des éléments pertinents? Parce que chaque IA, en fonction de l'objectif pour lequel on est en train de le développer, va avoir une action bien précise. Donc, il va falloir définir tous ces fonctionnalités-là de façon claire pour savoir quelles données vous lui donnez et comment organiser les données pour que l'IA ait ma matière à être performante. Une fois que vous avez donné les données à l'IA, vous devez maintenant préparer, entraîner votre IA à utiliser ces modèles, à utiliser ces données, et puis et ça va permettre d'optimiser vos modèles et va vous donner cette capacité à analyser, à vous sortir des réponses qui sont pertinentes. Et ça, c'est la phase d'entraînement. Donc, pour entraîner, vous lui donnez des modèles et puis vous préparez l'IA à utiliser les données que vous avez mis à disposition. L'étape qui suit, c'est la gouvernance. Donc, vous devez suivre l'évolution de votre modèle, la génération des artefacts à chaque étape. Les données sont là. Vous avez créé une première version des données à base des données documents de votre bibliothèque. Une fois que la bibliothèque est créée, vous avez entraîné votre modèle. Vous avez une version qui est opérationnelle, qui est fonctionnelle. Donc, vous allez définir une gouvernance qui a accès à cette IA. Est-ce que l'IA doit donner toutes les informations? Est-ce que euh, comment dire? Est-ce que c'est censuré ou pas? Est-ce que l'IA doit a fait tout donner lorsqu'on l'interroge, oui ou non? Ce sont les éléments sur lesquels vous devez définir maintenant cette politique de gouvernance qui a accès à cette IA-là au moment où vous venez de finir son entraînement. Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est une équipe restreinte? À vous de définir. Donc, ça fait partie des gouvernances et de l'examen de gouvernance à mettre en place et de savoir comment est-ce que vous collaborez avec votre équipe ou bien avec les différents partenaires pour mettre ces modèles à disposition. Euh, une fois les modèles, euh, l'examen de, ça, j'ai eu un bug. Euh, j'ai oublié. L'examen de modèle défini, vous passez à l'inférence, à la mise à disposition du modèle. Donc, à la mise à disposition du modèle, vous le mettez à contribution sur des zones en production avec des pipelines d'automatisation qui vont lancer des opérations de déploiement continu pour qui vont orchestrer les pipelines pour s'assurer que votre modèle est déployé, est fonctionnel et est déployé dans les meilleures conditions. Là, on fera un exemple tout à l'heure lorsque on passera à la partie démo. Et maintenant, une fois que l'application est déployée, vous devez vous assurer qu'elle est toujours fonctionnelle. Vous devez avoir des outils pour tester que la mise en production est toujours c'est bien passé. Est-ce que l'application répond bien? Vous devez accéder maintenant à votre modèle via des mécanismes d'API pour permettre à d'autres personnes de se connecter dessus, à vous-même, en fait, de vous connecter et de le rendre disponible à grande échelle. Donc, on ne va pas utiliser les modèles. Lorsqu'on parle souvent de modèles, on va plus les utiliser par API. Donc, on va se connecter dessus par API, ce qui va permettre d'avoir cette interopérabilité entre les différentes applications et puis le modèle qui est proposé. À la fin, une fois que c'est fini, on reprend le processus de base. Donc, on met en place le système d'alerting, on s'assure que le système fonctionne bien, qu'il n'y a pas de dérive entre les données de l'entraînement et l'inférence. Et s'il y a des actions correctives, enfin, du moins ce qui ne se passe pas bien, il faut lancer les opérations correctives pour pouvoir réentraîner le modèle sur des nouvelles données qui sont soit mises à jour ou bien qui sont, comment dire, retirées. Donc, à vous de voir comment mettre à jour le process d'alerting et d'entraînement continu. Un utilisateur a fait une requête et dit il aimerait savoir en quelle année le Togo a eu son indépendance. Le système lui dit que c'est en 2000, c'est-à-dire qu'il a dû avoir un document qui lui a été donné qui n'était pas correct. Cette information n'est même pas correcte, au fait. Donc, à vous de retirer dans votre base de bibliothèque cette information-là qui est erronée. Une fois que vous la retirez, vous la remplacez par une nouvelle information qui est à jour
Et là, on dira que c'est en 1960, et ainsi de suite. Alors, que se passe-t-il entre le duo MLOps et DevOps? Lorsqu'on prend le MLOps, c'est un ensemble de pratiques d'ingénierie qui sont propres au projet de machine learning, qui s'inspirent des mêmes principes que le DevOps, largement adoptés dans l'ingénierie logicielle. Lorsqu'on prend de l'autre côté le DevOps propose une approche rapide, itérative, continue de livraison d'applications. Les MLOps appliquent ces mêmes principes en production pour mettre leur serveur de machine learning en production. C'est le même principe. Mais sauf que les deux modes auront un fonctionnement légèrement différent. Je n'ai pas, j'ai pas eu l'occasion de le mettre enfin, dans ce slide parce que je ne savais pas comment, enfin, du moins, comment l'illustrer, mais je vous explique. Lorsqu'on va rester dans le modèle DevOps, on a des actions ou bien des résultats prévisibles. Donc, on va se dire, j'ai un serveur, j'ai un input, j'ai ce résultat-là, et ce résultat, je le connais, et soit il est fonctionnel ou pas fonctionnel. C'est un résultat qui est euh, prévisible et qui est cartésien. Lorsqu'on va rentrer dans le mode MLOps, on aura une approche qui est un peu plus expérimentale, dans le sens où on ne sait pas trop comment l'IA va réagir lorsque ce ne seront plus les mêmes questions qu'on va lui poser, ou on lui posera des questions qui vont aller, qui seront un peu différentes du contexte dans lequel le modèle a été entraîné. Je m'explique. Je vais dire, donne-moi le nom liste-moi les capitales des différents pays dont je vais te lister le nom. Cette information-là, l'IA peut sortir la liste des capitales. Mais je peux lui dire, je te donne la liste de certaines capitales. Enfin, dans cette liste-là, retrouve-moi certains éléments je peux dire, dans la liste des capitales, il peut y avoir des informations, il peut y avoir des pays enfin, du moins, ou bien je peux redire. Les- Prenons l'exemple de, voilà, j'ai besoin d'avoir la liste des capitales. Il me sort la liste des capitales par, comment dire, des pays que je lui donne. Mais je peux dire maintenant, je te donne un pays et dans ce pays, sors-moi euh, les villes, mais ne sors pas certaines capitales. Si l'IA n'a pas toutes ces informations, l'IA peut répondre autrement, ou bien si je dis, ou bien si je lui pose des questions qui lui posent de la réflexivité, l'IA peut se tromper, en fait. Donc, les, souvent, les réponses peuvent être un peu compliquées à gérer. Souvent, on peut dire que l'IA n'est pas empathique, mais on peut trouver des questions auxquelles on peut demander à l'IA enfin, d'écrire des codes. Ce qui s'est passé enfin, dans un passé, au moment où ChatGPT a été affaibli en service, vous pouvez demander à ChatGPT de vous écrire n'importe quel code, il est capable de vous écrire n'importe quel code. Donc, vous pouvez demander, sors-moi la vulnérabilité sur le système bancaire de tel système, il est capable de sortir les systèmes enfin, la vulnérabilité. Parce qu'il n'y avait pas de censure à l'époque. Mais sauf que les gens ont abusé et ont créé ce qu'on appelle, comment dire, beaucoup de déni de service et beaucoup d'effractions. Donc, ChatGPT a été revu et on a appliqué enfin, dans ChatGPT ce qu'on appelle de la censure. Donc, lorsque vous posez certaines questions, il ne va pas vous répondre. Il va vous dire que cette information-là, il ne la connaît pas et il ne va pas vous donner les informations qu'il faut. Maintenant, les gens arrivent à jouer sur la psychologie de ChatGPT pour qu'il écrive quand même ce code-là. Donc, on essaie de lui dire, OK, je vais perdre mon boulot si je n'ai pas ce bout de code. Est-ce que tu peux m'aider? Sinon, c'est une situation critique pour moi. Et ChatGPT va te dire, OK, en situation critique, voici ce que je peux te donner comme information. Donc, on contourne le contrôle qui est fait
pour sortir des informations de la plateforme. Alors que lorsque vous êtes en DevOps, vous n'avez pas cette contrainte-là. Vous avez mis des règles, vous avez mis, voilà, si tu n'as pas la valeur un ou 2, ça ne passe pas. Tu peux venir avec 1,5, 2,5, ça ne passe pas parce que ce n'est pas ça. Alors que lorsqu'on est dans la partie machine learning, il y a ce côté expérimental où il faut tout le temps vérifier, valider, checker, tweaker avant qu'on ait quelque chose qui fonctionne de façon optimale. Mais ce qui est clair dans les deux cas, que ce soit du MLOps ou bien du DevOps, les deux ont pour objectif de s'assurer qu'on a une plateforme qui est mise en production dans les meilleures qualités, avec des versions qui sont à jour et des correctifs qui sont publiés rapidement pour une satisfaction de client accrue. Quels que soient les deux modèles, c'est toujours la même philosophie. Satisfaire le client, mettre en place un processus automatisé pour que les tâches les plus rébarbatives soient supprimées et que tout soit testé correctement. Alors, vous, en tant qu'ingénieur, vous aurez une fonction primaire, une fonction principale. Votre fonction principale, c'est de mettre en place une plateforme de MLOps. Encore une fois, les data scientists ne sont pas des ingénieurs système. Ils savent écrire des codes, ils savent analyser des masses de données, mais lorsque vous allez parler de réseau, vous allez parler de conteneurs, vous allez parler de routage, vous allez parler de sécurité, eux, ce n'est pas leur affaire. Eux, ils ont besoin juste de mettre en place un modèle qui est fonctionnel, qui a été entraîné, qu'on va mettre en production. Maintenant, comment est-ce que vous, en tant qu'ingénieur DevOps, vous leur mettez en place cet outil ou bien des outils qui vont les aider à bâtir du moins leur solution. Donc là, vous devez mettre à leur disposition ce qu'on appelle une plateforme de MLOps. Et une plateforme de MLOps doit respecter certains critères. Et les critères, d'abord, c'est un environnement de travail collaboratif qui va faciliter l'exploration des données par itération. Donc, il y a tout d'abord ce travail ce critère qu'il faut respecter. La capacité de collaborer en temps réel à des fins de suivi expérimental, comme je vous l'ai dit, pour tester est-ce que mon système répond bien, est-ce qu'on ne peut pas le bypasser, est-ce qu'on peut le bypasser par la censure qui a été mise en place, est-ce que l'IA, tel qu'il est en train d'entraîner, divulgue des informations sensibles à tout le monde, avec quel niveau d'autorité, voilà. Donc, il va falloir faire ce contrôle continu et comment est-ce qu'on gère aussi les fonctionnalités qui sont déployées et si les différents modèles en matière de scalabilité. On a un nouveau modèle, Llama 2, Llama 3, Llama 3.1, comment est-ce qu'on met à jour les différents modèles. On va pouvoir contrôler la transition et le déploiement et la surveillance des modèles. Ça, c'est super important. Et la dernière étape et le dernier critère, c'est l'automatisation des aspects opérationnels et la synchronisation de cycle de vie du machine learning. Donc, ce sont les quatre éléments qui sont hyper importants qu'il faut prendre en compte lorsque vous voulez mettre en place une plateforme de MLOps. Et votre plateforme de MLOps doit pouvoir respecter les différents éléments tels que je voulais en fait montrer tout à l'heure. Le tracking, donc on va pouvoir enregistrer et interroger des expériences. On doit pouvoir avoir une notion de projet qui va permettre de créer un namespace dans lequel on va pouvoir travailler, faire du package, enfin, faire du packaging et s'assurer que tout est euh, siloté et que lorsqu'on rentre dans ce projet, c'est le projet sur la recherche documentaire. Ce projet, c'est sur la recherche comment dire, des AVC, sur la recherche cellulaire, sur la recherche médicale liée à une pathologie et ainsi de suite. On va pouvoir mettre en place des modèles. Quels sont les modèles que nous voulons utiliser? Les modèles open source, les modèles qui sont propriétaires, les modèles qui ont été entraînés à partir d'autres modèles. Ce sont les modèles et on doit pouvoir y avoir accès. Et on doit pouvoir aussi avoir accès à ce qu'on appelle une registrie qui va permettre de gérer les cycles de vie des différents modèles qui sont mis en place. Lorsque vous allez voir ça, c'est l'équivalent de ce qu'on va appeler le Hugging Face, qui est aujourd'hui le projet de versionning pour tout ce qui est, pour tout ce qui est lié au machine learning et tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle.
Et donc, si vous êtes familier avec le cycle du DevOps, vous allez voir que le MLOps n'est qu'une brique qui s'ajoute encore au cycle de base et le cycle continu. Donc, pareil, s'il y a demain un autre métier qui apparaît, on va pouvoir l'ajouter au métier de DevOps et il y aura encore une troisième boucle, enfin une quatrième boucle qui va s'ajouter et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est toujours de rester dans cette suite continue d'amélioration jusqu'à ce qu'on finit, en fait, entre le développeur, l'opérationnel et le MLOps. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez déjà des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va passer à la partie démo. C'est clair pour moi. Parfait. Donc, on va passer à la partie démo. Donc, dans notre Cloud Factory, nous allons montrer comment est-ce qu'on peut déployer des projets MLOps en utilisant déjà les principes de base, GitLab, GitLab CI. Et après, on voit comment est-ce qu'on peut déployer une application, une plateforme qui est capable de faire la même chose. Donc là, nous allons aller sur notre GitLab. Donc, dans notre projet GitLab, nous allons pouvoir euh, gérer le côté versionning et des pipelines. On va prendre le projet IA. Ici, je vais prendre le projet IA. Je vais prendre le projet IA. Dans le projet IA, nous avons plusieurs projets. Je prends un projet au hasard. Dans ce projet au hasard, je vais vous montrer la chaîne d'automatisation, la pipeline d'automatisation. Je vais montrer ça ici. Je vais vous montrer la pipeline. Donc, c'est une pipeline classique dans laquelle nous avons, c'est ça que je voulais afficher, c'est ça que je voulais afficher. Voilà, je vais faire ça, c'est comme ça. Voilà, nous avons une pipeline classique qui, euh, qui va tester d'abord le code et qui va déployer notre stack avec du Docker Compose. Maintenant, le contenu de ce Docker Compose, je vais vous montrer. Nous déployons juste une instance de N8N qui va déployer un certain nombre de services et qui va le pousser sur le serveur. Ce sera la même chose lorsqu'on parlera aussi des modèles AI, au fait. Donc, ça, c'est un outil d'automatisation que nous allons déployer. Je vais vous montrer un autre outil qui va nous permettre de déployer Togbee. Togbee, c'est notre intelligence artificielle qui va déployer du Olama. Et ce Olama va récupérer des LLM de type Lama 3.1, Lama 3.2, et puis Mistral, et puis Mistral Nemo. Donc, lorsque je vais dans Togbee.ai, je vais déployer sur Togbee AI, je vais déployer mon Olama qui est là. Je vais l'initialiser et je vais demander à ce qu'il récupère le Lama 3.1 au moment en fait, de son initialisation. Donc, je vais déployer aussi une base de données Postgres, je vais déployer un certain nombre de services et puis je vais déployer aussi une base de données vectorielle. Et là, il va me permettre de déployer mon serveur IA
qui va être accessible par API, que je vais pouvoir appeler à travers une autre application NetN. Là, je vais vous montrer en me connectant sur l'application NetN ici, .svc.cloud. Non, non, c'est pas NetN, c'est pas NetN que je l'appelle plutôt Tolbay. Donc, ça, c'est par exemple un projet qui va utiliser les l'intelligence artificielle qui est au Lama, qui est déployée, qui est là, donc qui a cette adresse, donc qui accède par API. Et pareil aussi pour la base de données vectorielle, qui est là, que j'ai accès aussi par API, qui est déployée. Et maintenant, une fois que l'application est déployée, je dois pouvoir me connecter dessus et appeler ces différents IA par un agent. On reviendra là-dessus, hein, sur cette partie-là, où je vais vous montrer comment on crée son propre agent et son propre assistant. Ça fera partie de la formation que nous allons faire plus tard, le mois prochain, entièrement, sur comment créer son propre agent. Et une fois que je connecte mes différents agents là-dessus, je peux lui poser des questions. Et ces questions-là, il ira les poser sur l'intelligence artificielle. Donc, je peux dire, je vais lui poser une question ici en faisant le chat. Je vais dire bonjour, hello. Comment vas-tu? En lui posant la question ici, il va normalement poser la question à mon modèle ou lama et va me répondre à la question et il me dit, là j'ai perdu le chat, j'ai perdu le chat. Un instant, je reprends. Ni hello, comment vas-tu? Il me répond, bonjour, I'm doing great, thank you for asking. Là, il me répond directement. Et là, comme j'ai connecté ce TIA-là à notre infrastructure, je peux lui poser des questions pour dire, sors-moi les vulnérabilités de mon système, par exemple. Je peux dire, list me, mais je vais dire en français, euh, donne-moi les hotfix euh, qui, euh, qui sont pending, qui sont en attente, qui sont en attente, euh, en attente dans mon système. Donne-moi le nom des serveurs, le, la version d'OS et la liste des hotfix. Des hotfix. Là, je peux lui poser la question. Et là, il va se connecter à mon système, va récupérer les différents hotfix et va normalement me sortir la liste. Il me dit que j'ai deux systèmes qui ont besoin de hotfix, qui sont desktop, ça. Donc, il me donne le nom, Windows 10 et Windows 11. Il me liste les noms des hotfix que je dois, qui sont là. Et il me met aussi les adresses IP des différents serveurs correspondants. Ça, c'est mon IA qui est capable de se connecter à mes systèmes et de les récupérer. Il a été mis en production en utilisant les pipelines classiques de déploiement où je déploie l'IA, je déploie l'application. Comme c'est accessible par API, tout est monitoré, je pourrais revoir les logs et ainsi de suite. Et je peux maintenant l'adresser directement en lui posant des questions. S'il y a des changements à faire, je vais mettre à jour dans ma partie repository de mon code ici. Je mets à jour les différents éléments de versions à télécharger, au la main à utiliser. Mon pipeline, il est rejoué. Une fois qu'il est rejoué, il remet à jour directement le serveur et je continue à opérer. Je peux avoir plusieurs environnements. Ça, c'est un environnement de production. Je peux avoir un environnement de qualification aussi et un environnement de test. Si j'ai envie de multiplier les environnements et d'avoir un process continu.
Maintenant, je pourrais aller plus loin en utilisant d'autres applications. Ça, c'est un modèle de déploiement en utilisant juste le Git, en utilisant juste le Git et puis le GitLab. Maintenant, il y a aussi d'autres applications que vous pouvez utiliser qui sont beaucoup plus intégrées, qui s'appellent Coolify. Coolify. Donc, cette application a été, je vais la utiliser ici. Je vais déployer pour ici, par exemple. Voilà. Cette application Coolify, elle va avoir une fonction beaucoup plus intégrée, qui est beaucoup plus orientée application, où je vais pouvoir, pour chaque, une fois que je suis connecté, je vais pouvoir créer des projets. Donc, j'aurai une équipe, une team, des collaborateurs. Et dans les collaborateurs, je vais pouvoir gérer des projets. Donc, je peux avoir plusieurs projets, projet Cloud, enfin Cloud Room, projet IA, projet test. Je définis mes différents projets. Et dans mes projets, je vais pouvoir créer notamment des stacks. Je peux créer mon Open Web UI, je peux créer mon chat ou je peux créer mes applications et déployer un certain nombre d'applications de stacks. Et dans ces stacks-là, ça peut être des stacks qui utilisent des GPU ou sans GPU et je pourrais maintenir euh, le, comment dire, je pourrais maintenir la montée en version automatiquement depuis cette interface. Là, je suis là, je vais prendre par exemple la partie ChatGPT ici. Je vais pouvoir monter en version, je peux demander à redéployer, je peux demander à mettre en version, à redéployer, je peux demander à récupérer la dernière version du code et ainsi de suite. Donc, je suis capable de faire un certain nombre d'opérations automatiquement. Et l'avantage, c'est que il va pouvoir me générer directement des liens et je n'ai plus besoin de faire des configurations, moi, en tant que MLOps, sur ma stack est déployée. Comment est-ce que je fais pour me connecter là-dessus? Est-ce que j'ai la sécurité qu'il faut? Tout cela est géré automatiquement à travers cette interface où je vais pouvoir générer des noms, enfin, des liens et accéder directement à mes applications. Ici, tu vois, je pourrais y aller, par exemple, ici, sur une application qui est là sur le chat GPT qu'on a déployé, qui est disponible. Donc, vous pouvez vous connecter dessus et puis voilà. Parce que je n'ai pas choisi de modèle. Je vais choisir un modèle, je vais appeler pas Mistral, je vais appeler le L Lama 3.2. Peut-être il n'est pas connecté. Donc, je verrai pourquoi. Donc, voilà comment on est capable de déployer des modèles. Ça, pour le redéployer, c'est très simple. Je vais juste refaire ici, redeploy ici. Et puis, il va me redéployer le système, en fait. Donc, voilà. Comment je suis capable de redéployer le système. Il va retélécharger, il va le redéployer sans problème. Donc, voilà comment on est capable de simuler certaines opérations automatiquement. N'oubliez pas que votre fonction en tant que DevOps, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur de vos collaborateurs. Donc, c'est à vous de faire le nécessaire pour qu'eux, ils aient tous les outils dont ils ont besoin pour opérer correctement. Donc, voilà, on va laisser redéployer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut Dani. Déjà, merci pour cette très belle présentation qui est très instructive et il y a pas mal d'informations importantes. Et j'avais une question très rapide, bon, je vais bientôt partir. C'était au sujet j'ai vu justement quand tu as posé la question au moteur de recherche pour pouvoir avoir toutes les informations au sujet des alertes de sécurité et vulnérabilité CVE, voilà. Oui. Et là, j'ai vu que tu as mis connecté sur Oiseau, et c'est ça, effectivement, étant donné. Et puis, peut-être que tu n'as pas bien expliqué aux utilisateurs pour expliquer ce qu'est le Ah Oiseau, oui, parce que je ne sais pas où il l'a pris, parce que non pas que moi j'ai compris, parce que j'ai vu, et j'ai dit, mais ah, ça c'est très bien, ça c'est très très bonne idée. Et effectivement, ça permet effectivement pour n'importe qui d'interroger vraiment à la base sans se connecter directement sur Oiseau, qui est un moteur, voilà, qui est un très très, comment dirais-je, un logiciel très très open source qui permet de centraliser vraiment les CVO, les sécurités de tout ton parc informatique, voilà. c'est Peut-être, ça. voilà. Exactement.
exactement Mhm, ça. Donc, Wazoo est notre outil comment dire, de détection d'intrusion et qui fait office de SIM. Donc, qui mhm, va être le point qui va centraliser les vulnérabilités et le niveau de compliance de notre infrastructure. Et là, j'ai créé notre agent est capable de se connecter, une fois que tu lui poses des questions, est capable de se connecter sur le Wazoo. Donc, notre agent aura à cette fonction. Donc, notre agent, il a, il a été mandaté. Donc, son nom, c'est Togbe. Et il a été entré. Et c'est notre agent de sécurité, c'est-à-dire que c'est notre IA de Security Agent. Et sa mission, c'est de s'assurer que nos systèmes sont opérationnels. Donc, on peut le questionner sur tout ce qu'il y a comme alerte de vulnérabilité sur le système et doit pouvoir se connecter sur des composants sur lesquels on lui aura donné accès pour pouvoir trouver des vulnérabilités, ou bien pour nous sortir des statistiques, ou bien pour nous faire son travail d'agent de sécurité de nos systèmes d'information. Enfin, notamment notre super agent SOC. Et là, je lui ai donné en entrée notre oiseau qui est là, un instant, qui est ici. Je vais le prendre, puisque je l'ai connecté à une autre pipeline qui est là, qui est ici, Togbe Oiseau ici. Et ici, c'est vrai que ici où il y a tout le processus d'authentification, de récupération des agents et du listing du contenu des différents agents pour voir est-ce que les agents ont récupéré des vulnérabilités, oui ou non. Si elles en ont, le système les récupère, les trie et puis me les ressort en fait. Donc, sans me connecter à Oiseau, donc je me connecte sur Oiseau ici, qui est la, la 52 ici, je crois, si je ne me trompe pas. Si je me connecte sur Oiseau, vous allez voir que je n'ai que sur Windows, c'est de Windows où j'ai de... Non, c'est sur 52, là, c'est sur 53. Je pense que c'est sur 52, je ne me trompe pas. Non, c'est sur 53. Excusez-moi. Voilà. Donc, je vais me connecter avec ça et je dois pouvoir voir l'invulnérabilité. Bon, parce que là, il est en train de... Des fois, l'interface graphique rentre dans des complications bizarres. Des fois, il faut vider le cache. Et comme je suis en VPN, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Je voulais vous montrer ça, mais ce sera pour une prochaine fois. Ce sera pour une prochaine fois, malheureusement. Mais c'est depuis Wazoo que je récupère les informations qui sont là et qui me permettent de sortir les logs. Donc, voilà. Donc, merci Bertrand d'avoir euh, euh, soulevé l'attention là-dessus. Est-ce que celui-ci est maintenant opérationnel? Oui, maintenant celui-ci est opérationnel. Ça ne fonctionnait pas avant. Donc, hello. Là, maintenant, il doit pouvoir me répondre. Voilà. Pourquoi le ciel est bleu? Donc, voilà, il me répond en fait. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc, quels sont les points à retenir? Les points à retenir, c'est que votre métier en tant que DevOps est de faciliter le travail entre l'opérationnel, le développeur, et aujourd'hui le MLOps. Et il ne faut pas oublier toujours la sécurité. Donc, vous serez toujours là à coopérer, à collaborer et à travailler ensemble.
vous ne pouvez pas améliorer le travail du data scientist si vous n'avez pas idée sur comment est-ce qu'il travaille. Donc, vous devez aussi apprendre à avoir, à comprendre ces processus et comment est-ce qu'il arrive à déployer. Et c'est par rapport à cela que vous allez lui apporter une solution. Mais vous devez apporter une solution pour que tout soit automatisé. Donc, en le soulageant lui aussi de ces différentes missions, vous aussi enfin, soulagez dans vos différents process parce que tout est automatisé. Vous réduisez les erreurs, vous gagnez du temps et vous réduisez la friction. Euh, Votre rôle va beaucoup changer en tant que DevOps parce qu'il y aura de nouveaux métiers qui vont apparaître. Aujourd'hui, on parle de MLOps. On parlera maintenant de AIOps. Il y aura d'autres métiers qui vont apparaître aussi. Donc, vous devez être toujours capable de vous adapter. Ça ne sert à rien d'apprendre d'apprendre d'abord les outils. Apprenez d'abord le concept et maintenant trouvez l'outil qui répond à l'implémentation de ce concept-là. C'est super important de le faire toujours dans ce sens. N'apprenez pas les outils à tort et à travers. Apprenez d'abord le concept. Et maintenant, par rapport à l'outil qui va répondre le mieux à votre, comment dire, à votre stratégie et à ce concept-là, ce sera l'outil qui sera le plus adapté. Donc, je vous remercie s'il n'y a pas d'autres questions. Et aussi, n'oubliez pas, à partir de la semaine prochaine, il y a la formation. Il reste encore 2 places disponibles pour la formation sur la supervision et l'observabilité des infrastructures cloud. C'est la semaine prochaine. Il reste encore que 2 places disponibles. Euh, donc, si vous voulez devenir expert et vous voulez vous former et apprendre à superviser et à mettre en place des outils qui peuvent être analysés par une intelligence artificielle après, ce sera l'occasion de voir tout cela. Ce sera des formations qui seront où chacun aura son environnement pendant tout un mois et nous allons vous accompagner. Il y aura une formation tous les, tous les lundis. L'heure sera communiquée de 19h30 à 22h et il y aura 1 heure de théorie et il y aura 1h30 de pratique. Et après, vous aurez une semaine pour pratiquer. Pendant ce moment, vous aurez accès à un support et à une assistance personnalisée. Je vais vous accompagner pendant cette période-là pour que vous montez en compétence, pour que toutes les lacunes que vous avez soient corrigées. Donc, pendant un mois, je vais vous accompagner sur des formations et on aura des jalons de formation de groupe tous les lundis à partir de 19h30 à 22h jusqu'à la fin du mois. Et là, ce serait sur comment devenir expert sur la supervision et l'observabilité des infrastructures cloud. Le mois qui suivra, nous allons faire des formations sur l'intelligence artificielle, sur comment vous pouvez créer vos propres assistants. Donc ça, c'est un des exemples que je vous ai montré tout à l'heure, mais on verra comment est-ce que vous pouvez avoir un assistant qui va trier automatiquement vos emails, à qui vous pouvez parler, qui va répondre, qui va déployer les serveurs pour vous, qui va les configurer, qui va trier enfin, vos emails, qui va rédiger vos rapports, mais tout cela dans ce souci de souveraineté. Ce sera une IA que vous aurez entraînée vous-même, vous lui donnerez un an et vous allez l'entraîner sur des documents, sur vos process, sur enfin, vos habitudes. Ce sera en quelque sorte comme votre super agent artificielle qui va vous accompagner dans tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous pouvez même déléguer une grosse partie de vos responsabilités en matière de travail, d'email, de facturation, de gestion de votre calendrier. Il peut le gérer automatiquement pour vous. Mais il sera connecté à personne, il est privé. Et ça, c'est ce que nous allons faire pendant la session sur l'IA. Et la semaine prochaine, nous avons aussi une formation aussi sur l'éthique et les enjeux de l'IA. C'est de 13h à 14h, c'est le mercredi prochain. Là, on le fera avec un partenaire de formation Synalliance. Pour ceux qui ont des entreprises en France, ce serait le moyen pour eux, s'ils ont envie d'avoir un accompagnement qui est financé par
l'OPCO et le FNE. Le FNE sont les organismes de financement des entreprises. Comme chaque entreprise cotise pour, pour former son personnel, il peut bénéficier de cette formation-là pour se faire accompagner par Synalliance. Donc, nous allons travailler avec eux aussi pour présenter une masterclass et puis un webinaire ensemble. Donc là, l'utile, c'est l'éthique et l'enjeu de l'IA en entreprise. Je vous remercie et prenez soin de vous et à très vite.